Salut à tous. Aujourd'hui, dans notre mystérieuse histoire, nous allons nous intéresser aux îles légendaires du folklore gallois qui, contre toute attente, s'avèrent réelles. Les îles légendaires du folklore gallois s'avèrent réelles, hors série numéro 8, c'est tout de suite. Les amis, aidez-nous à poursuivre notre quête de vérité et d'aventures historiques passionnantes en soutenant notre chaîne. Faites un don via Tipeee ou Paypal. Les liens sont disponibles dans la description sous la vidéo. Rejoignez notre communauté en cliquant sur le bouton Rejoindre de notre page YouTube. Votre soutien nous permettra d'approfondir nos recherches et contribuera à dévoiler les vérités occultées du passé. Ensemble, déchiffrons les énigmes capitales de l'histoire. Un grand merci à Olivier, fidèle soutien de la chaîne sur Tipeee. Dans un article de septembre 2022, on nous dit « Les îles perdues dans le folklore et la poésie gallois sont plausibles, selon une nouvelle étude de la géographie côtière et une carte médiévale. » Extrait de la carte de Gooke, montrant le pays de Galles et les deux îles perdues de la baie de Cardigan en bas au centre de l'image. Notez que la carte est orientée avec l'est en haut. À partir de données géologiques et d'une carte médiévale, les chercheurs de l'université de Swansea et de l'université d'Oxford proposent comment deux îles ont pu naître puis disparaître à nouveau. L'étude a été inspirée par la carte de Gooke, la plus ancienne carte de Grande-Bretagne qui nous soit parvenue, peut-être avec ses origines au XIIIe siècle, qui est conservée à la Bodleian Library de l'université d'Oxford. La carte représente deux îles de la baie de Cardigan, dans l'ouest du pays de Galles, qui n'existent plus. Chacune d'elles est représentée à environ un quart de la taille de l'île d'Anglesey dans le nord du pays de Galles. L'une se trouve entre Aberystwyth et Aberdover et l'autre entre Aberdover et Barmouth au nord. La recherche a été entreprise par Simon Haslett, professeur honoraire de géographie physique à l'université de Swansea, et David Willis, professeur de celtique à l'université d'Oxford. Leur étude porte sur les sources historiques et les preuves géologiques du littoral et des fonds marins. Ils proposent un modèle de l'évolution de la côte depuis la dernière période glaciaire, il y a environ 10 000 ans, ce qui fournit une explication possible des îles perdues. Ils suggèrent que les îles pourraient être les vestiges d'un paysage de basse altitude, reposant sur des dépôts glaciaires mous déposés au cours de la dernière période glaciaire. Depuis lors, les forces d'érosion ont usé la terre, la réduisant à des îles avant que celle-ci ne soit également usée et disparaisse au XVIe siècle. Au fur et à mesure que les sédiments plus fins des dépôts glaciaires sont érodés, la plus grande composante de gravier et de rochers est laissée sur le fond marin. La position des îles coïncide avec l'emplacement des accumulations sous-marines de gravier et de rochers connues localement sous le nom de sarnes. Le professeur Simon Haslett, du département des géographies de l'université de Swansea, a déclaré « Nous savons que la côte ouest du pays de Galles a considérablement changé au fil du temps. Les preuves du cartographe romain Ptolémée suggèrent que le littoral d'il y a 2000 ans était peut-être environ 13 km plus loin au large qu'il ne l'est aujourd'hui. La carte de Gooke est extraordinairement précise compte tenu des outils d'arpentage qu'ils auraient eu à leur disposition à ce moment-là, et les deux îles sont clairement indiquées. Nos recherches nous permettent de mieux comprendre les processus côtiers potentiels qui agissent le long de la côte de la baie de Cardigan. Elles peuvent également aider à la recherche future sur l'évolution post-glaciaire de basses terres similaires dans d'autres parties du nord-ouest de l'Europe. David Willis, professeur d'études celtiques à l'université d'Oxford, a déclaré « Nos preuves peuvent fournir une explication de la façon dont l'histoire de Cantre'r Gwaelod, les Sans-Plaines, a pu surgir. On dit dans cette légende que cette terre perdue a subi une inondation catastrophique. Elle est mentionnée dans la poésie du livre noir de Carmarthen et dans le folklore ultérieur. Un auteur, en 1846, décrit les ruines de ces îles englouties. Dans la mer, à environ 7 miles à l'ouest d'Aberystwyth,
dans le Cardiganshire, se trouve un amas de pierres détachées appelé Caer Widno, le palais fortifié de Gwyddno, et près d'elle se trouvent les restes de l'une des routes ou chaussées du sud de Catri Gwaelod. Plusieurs articles antérieurs à celui-ci tendent à confirmer l'existence d'anciennes terres aujourd'hui englouties dans la baie de Cardigan. Celui-ci de mai 2019. La tempête Anna découvre la forêt sous-marine engloutie de Bort. Une forêt préhistorique, ensevelie sous l'eau et le sable il y a plus de 4500 ans, découverte par la tempête Anna. Les arbres pétrifiés se trouvent entre Inislas et Bort dans le comté de Ceredigion. Les restes des arbres de la forêt, conservés dans la tourbe locale, ont été mis à nu par les marées basses et les vents violents. La forêt est devenue associée à un mythe du XVIIe siècle d'une civilisation engloutie connue sous le nom de Cantrir Gwaelod, ou les 100 engloutis. On pense que la région était autrefois une terre fertile et un canton protégé par des vannes. Selon la légende, le royaume a été perdu en mer lorsque Séténine, le gardien des défenses maritimes, a oublié de fermer les portes. Des vannes, des portes, quelle technologie était utilisée pour protéger le royaume des assauts de la mer? Et à quelle époque cela s'est-il réellement passé? Je continue. Dans une version du mythe, Cantrir Gwaelod s'étendait à plus de 30 km à l'ouest du rivage actuel, dans ce qui est maintenant Cardigan Bay. Un autre article de septembre 2020. La tempête Francis révèle d'autres forêts englouties dans la baie de Cardigan. Plusieurs arbres sur la plage de Landry Stud ont été retrouvés après la tempête Francis qui a frappé le pays de Galles en août. Une forêt qui a été ensevelie sous le sable il y a plus de 4500 ans pourrait s'étendre plus loin qu'on ne le pensait, après que la tempête Francis ait découvert d'autres arbres cachés. La forêt pétrifiée peut souvent être vue à Bort, Ceredigion, après les tempêtes, mais de nouveaux arbres ont été vus à 21 km au sud de Landry Stud. Des tests sont en cours sur le site de Landry Stud pour en déterminer l'âge. L'historien Gerald Morgan a déclaré « C'est un ajout à ce que nous savons déjà sur le nombre extraordinaire d'arbres pétrifiés qui ont été trouvés tout le long de la côte du pays de Galles. C'est excitant parce que nous en avons trouvé d'autres qui n'ont pas encore été enregistrés. Ces découvertes sont fascinantes. Elles ouvrent de nouvelles possibilités sur l'existence de nombreuses autres îles et terres légendaires dites fantômes, du nord-ouest de l'Europe principalement, présentes sur les anciennes cartes et dans les mythes locaux transmis de génération en génération. Il y avait notamment Hy-Brasil, ou l'île de Brésil, à l'ouest de l'Irlande, dont le nom m'a réellement étonné lorsque j'ai découvert cette curiosité. Présente entre autres sur la carte marine d'Abraham Ortelius, datant de 1572, une île fantôme représentée sur de nombreuses cartes depuis le XIVe jusqu'au XVIIe siècle. Dans la mythologie irlandaise, on évoque et localise cette île au large de l'Irlande ou dans les parages de l'archipel des Açores. En 1870, M. W a suggéré devant la Société géologique de France que le banc de Porcupine pourrait peut-être être un vestige de l'île mythique Hy-Brasil. Dans le livre L'île enchantée, un chapitre des merveilles irlandaises de D.R. McAnally, publié en 1888, Hy-Brasil nous est présenté comme suit. L'île enchantée. Dans l'après-midi du dimanche 7 juillet 1878, les habitants de Ballycotton, dans le comté de Cork, furent très excités par l'apparition soudaine, au large de la mer, d'une île dont on ne connaissait pas l'existence. Les hommes de la ville et de l'île de Ballycotton étaient des pêcheurs et connaissaient la mer aussi bien que la terre. La veille, ils étaient sortis dans leur bateau et avaient navigué au-dessus de l'endroit où se trouvait maintenant l'île étrange. Et ils étaient sûrs que cet endroit était le meilleur lieu de pêche dont ils disposaient. Et ils regardaient toujours, et l'émerveillement grandissait toujours. Car le jour était clair, et l'île pouvait être vue aussi clairement qu'ils voyaient les collines au nord. C'était un paysage accidenté, rocheux dans certaines parties, densément boisé dans d'autres, ça et là des ombres profondes sur ses côtés indiquaient des vallons fortement couverts de broussailles et d'herbes. À une extrémité,
il s'élevait presque précipitamment de la mer. De l'autre, la pente était graduelle. L'épaisse forêt de la partie montagneuse cédait la place à des arbres plus petits, ceux-ci à des arbustes, ceux-ci jusqu'aux vertes prairies qui se sont finalement fondues dans la mer et sont devenues impossibles à distinguer des vagues. À Cork, par exemple, des centaines de personnes l'ont aperçu au large de la baie de Ballydongan, tandis que beaucoup d'autres peuvent témoigner de son apparition au large de la baie de Courtmacsherry. À Kerry, toute la population de Bally Edge l'a vu il y a quelques années, couché dans la baie de Tralee, entre Kerry Head et Brantons Head, et peu avant, les villageois de Lisnickibry, juste de l'autre côté de la baie de Bally Edge, l'ont vu entre leur rivage et Kerry Head, tandis que les pêcheurs de St. Finance Bay et de Ballyskelling sont convaincus qu'il a été vu, sinon par eux-mêmes, du moins par certains de leurs amis. Il est apparu à l'embouchure du Shannon et au large de Carrigaholt dans Clare, où les gens y ont vu une ville. Ceci n'est pas si remarquable qu'il y paraît, car pour rendre justice à l'île enchantée, il faut préciser que sa ressemblance avec des portions des terres voisines est parfois très proche, et montre que l'enchanteur qui l'envoûte sait son affaire, et étant déterminé à garder son île pour lui, change son aspect ainsi que sa situation afin que sa propriété ne puisse être ni reconnue ni appropriée. À Galway, l'île enchantée est apparue à l'embouchure de la baie de Ballinalim, un propriétaire local de l'époque souhaitant sincèrement qu'elle y reste. Les pêcheurs de Ballynaskill, dans le pays de Joyce, l'ont vu il y a une quinzaine d'années. Depuis lors, il est apparu aux insulaires d'Inishark. Le comté de Mayo l'a vu, non seulement depuis les falaises de l'île Achille, mais aussi depuis Downpatrick Head. À Sligo, les pêcheurs de Ballysadare le savent, tandis que la moitié de la population d'Inishron se souvient encore de son apparition. Il y a cette légende, corroborée par de nombreuses preuves géologiques, qu'à l'emplacement du Dogger Bank actuel, en mer du Nord, situé à une centaine de kilomètres des côtes du Royaume-Uni et du Danemark, un grand banc de sable, formant une zone peu profonde, reliait durant la dernière période glaciaire la Grande-Bretagne au continent européen. Cette ancienne terre, aux vastes étendues verdoyantes et forêts, appelée Doggerland, fut engloutie par la montée des eaux il y a des milliers d'années. Une catastrophe cataclysmique, dont la nature reste obscure, a frappé la région. Les mers se sont déchaînées, les terres se sont affaissées, et Doggerland a sombré dans les profondeurs de l'océan, emportant avec elle toute trace de civilisation. Certains disent que ces ruines dorment toujours au fond de la mer, attendant d'être découvertes par d'intrépides explorateurs. Une forêt immergée, datant d'au moins 6000 ans, a d'ailleurs été découverte dans le Norfolk en Angleterre. Ces vestiges sont désormais visibles grâce à une tempête qui a touché la côte du comté en 2013. Cette découverte, ainsi que d'autres, confirme que les terres autrefois émergées, au-dessus du niveau de la mer, du Doggerland, s'étendaient jusqu'aux côtes françaises. La traversée de la Manche à la marche, à travers champs et forêts, était possible. La Grande-Bretagne, le Danemark et la France faisaient partie d'un même ensemble comprenant le Doggerland. Il y aurait eu une montée des eaux au fil du temps, et nous voyons sur cette carte l'évolution du niveau de la mer sur 16 000 ans jusqu'à nos jours. Il y a 10 000 ans, le niveau de la mer était au moins 100 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Une autre légende nous parle de la mythique terre engloutie des Cornouailles, appelée Lyonesse, autour de St. Michael's Mount en Angleterre, une île semblable à notre Mont-Saint-Michel français et qui porte le même nom. La légende de Lyonesse est étroitement liée à la figure du roi Arthur et de son fidèle chevalier Mordred. Arthur, le puissant souverain de Bretagne, confia un jour son royaume à Mordred pendant qu'il partait guerroyer dans des contrées lointaines. Mais Mordred, animé par la cupidité et la jalousie envers Arthur et son épouse Guenièvre, trahit sa confiance. Il annonça la mort d'Arthur et s'autoproclama roi, retenant Guenièvre prisonnière. Apprenant la trahison de Mordred, Arthur rassembla ses troupes et affronta son ancien compagnon dans une bataille sanglante près de la rivière Camel. Malgré sa bravoure, Arthur fut submergé par les forces de Mordred et contraint de fuir vers l'ouest avec quelques fidèles. Guidé par les conseils de Merlin, Arthur se réfugia sur les hauteurs de Lyonesse, une terre riche et prospère.
Pendant ce temps, Mordred, avide de vengeance, poursuivit Arthur avec ses cavaliers. Interrogé par Mordred sur le chemin emprunté par Arthur, Merlin le trompa en l'envoyant dans les vallées de Lyonesse, tandis qu'Arthur et ses hommes se réfugiaient en sécurité sur les hauteurs. Merlin, invoquant des pouvoirs mystiques, déchaîna une tempête dévastatrice qui engloutit les vallées de Lyonesse sous les flots, condamnant à jamais la terre autrefois prospère. Ainsi disparut Lyonesse, laissant derrière elle une légende de trahison, de courage et de vengeance. La légende de la forêt de Sissi, ou forêt de Coquelund, est pratiquement similaire. Elle raconte qu'avant le 8e siècle, une dense forêt couvrait la baie du Mont-Saint-Michel en France. En 709, un raz-de-marée colossal aurait emporté cette forêt, modifiant à jamais le paysage. Selon les conteurs, plusieurs villages auraient été engloutis en même temps que la forêt. Des recherches archéologiques tentent encore aujourd'hui de retrouver des traces de ces communautés perdues. On peut également faire le lien avec cette autre île dite fantôme, appelée Friesland, apparaissant sur de nombreuses cartes anciennes. L'île mystérieuse de Friesland, dont les premières mentions remontent à l'époque du roi Arthur, demeure une énigme géographique fascinante. Située quelque part entre l'Écosse et l'Islande, cette île aurait été conquise et colonisée par Arthur au VIe siècle, selon les affirmations du docteur John Dee, un éminent astrologue et magicien de la Renaissance. Les récits anciens suggèrent que Friesland, ainsi que d'autres terres mystérieuses telles qu'Estoliland, ont été des possessions britanniques revendiquées par John Dee au XVIe siècle, probablement dans un contexte politique lié à son service auprès d'Élisabeth Ier. Ces revendications ont alimenté les spéculations et les recherches sur l'existence réelle de Friesland. Une carte datant de 1558, attribuée à Niccolò Zegno, a contribué à la mystique entourant Friesland. Selon les récits, les ancêtres de Zegno auraient débarqué sur l'île de Friesland en 1380 après avoir été pris dans une tempête en mer. Ils auraient été accueillis par le souverain local, Zishni, et auraient vécu sur l'île pendant plusieurs années. Cependant, malgré les descriptions détaillées de Zegno et d'autres explorateurs ultérieurs, dont le capitaine John Shepherd en 1671, l'île de Friesland reste insaisissable. Des tentatives pour la retrouver ont été entreprises au fil des siècles, mais en vain. Certains pensent que Friesland aurait progressivement sombré sous les eaux, ne laissant que des récits et des spéculations sur son existence passée. Mais des études récentes ont révélé des similitudes frappantes entre les contours submergés de Friesland et les reliefs sous-marins actuels, suggérant que cette terre perdue pourrait avoir été bien plus qu'une simple légende. Des récits anciens tels que le livre d'Oera Linda mentionnent la disparition tragique d'une ancienne terre appelée Atland, qui pourrait être liée à Friesland. Et bien sûr, nous avons l'éléphant au milieu de la pièce qu'est le pôle Nord. Sur la carte de Mercator de 1595, 4 terres y sont distinctement représentées, séparées par 4 voies d'eau et une montagne au centre qui, selon les légendes, serait magnétique. Les boussoles indiqueraient le nord grâce à son magnétisme. Où sont ces terres aujourd'hui? Ont-elles réellement existé? Ont-elles disparu, comme les 2 îles légendaires de la baie de Cardigan? Existent-elles encore, mais seraient cachées au grand public? Cette partie mériterait une émission à elle seule, tant le sujet du pôle Nord est capital, fascinant et vaste. Je vous en ferai certainement une, car cette énigme me questionne continuellement. Ainsi, les 2 îles légendaires du folklore gallois, situées dans la baie de Cardigan, se révèlent avoir été bien réelles, avec des preuves de terres anciennes et de forêts immergées s'étendant dans la baie. Ces découvertes extraordinaires remettent en question les affirmations de nombreux scientifiques et chercheurs, selon lesquels les îles et terres légendaires du nord-ouest de l'Europe, figurant sur d'anciennes cartes et aujourd'hui disparues, seraient le fruit de l'imagination des cartographes de l'époque ou de données erronées. Les forêts immergées découvertes dans la Manche et près des côtes britanniques accréditent le mythe du Doggerland et avec lui ceux de Lyonesse et de Scilly qui en faisaient partie. Cela ouvre naturellement la voie à la possibilité que les îles telles que Yggdrasil et Friesland aient existé, et bien sûr les énigmatiques terres du pôle Nord. La datation et la chronologie officielle des multiples cataclysmes et événements liés à ces disparitions semblent suspectes. Si les 2 îles de la baie de Cardigan n'ont disparu qu'au XVIe siècle,
Il est très probable que les autres îles et terres légendaires dites fantômes, représentées sur les anciennes cartes et transmises par les traditions locales, aient disparu plus récemment que ce que l'on nous dit. Ces îles et terres légendaires du nord-ouest de l'Europe auraient été submergées par des sortes de raz-de-marée et vagues destructrices lors d'une soudaine montée des eaux. Ce scénario s'accorde avec les mythes des folklores gallois, irlandais, de ceux de Lyonesse, Scilly, Doggerland et Friesland. Et si l'on met quelques détails de côté, ce scénario s'accorde également avec les récits bibliques de Noé. Je tiens à remercier les sites stolenhistory.org et stolenhistory.net, je vous mets leurs liens en description. Ce sont des mines d'or pour les chercheurs en histoire alternative, la vraie histoire, celle qui n'est pas enseignée dans les livres d'école. Vous avez aimé cette émission ? N'hésitez pas à soutenir la chaîne Notre Mystérieuse Histoire. Ça nous permettra de nous développer, de vous proposer plus de contenu et de meilleure qualité. Vous pouvez nous faire un don sur Tipeee ou PayPal. Vous pouvez également rejoindre les soutiens de la chaîne grâce à YouTube. Différents niveaux sont disponibles. En contrepartie et pour vous remercier, vous bénéficierez de nombreux avantages plutôt sympas pour certains, et très intéressants pour d'autres. Des badges de différentes couleurs signifiant votre niveau d'ancienneté quand vous commentez sur la chaîne. Les nouvelles émissions en avant-première avec la possibilité de commenter en direct. Un canal dédié où vous pourrez nous poser des questions avec un suivi exclusif de notre actualité et des coulisses. Accès à nos dossiers personnels sur les différents sujets passionnants en lien avec nos émissions, contenant tous les documents importants et rares obtenus au fil des enquêtes. Via ce canal dédié, des infos sur les lieux de tournage avec la possibilité de nous rejoindre et même de participer aux enquêtes. N'hésitez pas à aller voir les multiples avantages disponibles dans la section Rejoindre les soutiens de la chaîne, à côté du bouton S'abonner sur notre page YouTube. Retrouvez-nous sur les différents réseaux sociaux, on y poste régulièrement des articles très intéressants, des photos anciennes, des gravures, des peintures magnifiques et plus encore. Nous sommes de plus en plus nombreux et c'est vraiment super, un grand merci à vous. Tous nos liens sont dans la description de la vidéo et épinglés dans la section commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines publications. À très vite les amis.